Voilà. J'ai démarré l'enregistrement, donc bienvenue à tous. Ce premier webinaire de l'année 2022, donc dans le cadre du programme RESET, le réseau des établissements de santé en transition. Donc j'ai le plaisir d'accueillir des porteurs de projets et puis l'association Agena pour ce premier webinaire. Il y en aura donc deux cette semaine. Donc là, pour notamment présenter le projet de chaufferie bois de l'EHPAD de Mamirol. Juste avant de commencer le webinaire, alors, vos caméras et micros sont coupés. Je pourrais libérer votre micro au moment du temps de questions-réponses. Vous avez un outil, un chat, un outil discussion. Vous l'avez peut-être vu, écrire vos questions. Je pourrais les relayer en fait après les interventions. Donc, n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions sur cet onglet discussion. Vous voyez la petite bulle. Voilà. Et puis, donc, les supports pour information seront diffusés sur le site du Pôle Énergie, puisqu'il y a une page dédiée au programme RESET où vous retrouverez les webinaires et les présentations, enfin le replay et les présentations des intervenants. Pourquoi ce webinaire? Les objectifs, alors, c'était de vous présenter des solutions alternatives pour faciliter le montage de projets de chaufferie bois, puisque plusieurs établissements ont des chaudières fuel ou gaz vieillissantes et souhaiteraient mettre en place des énergies renouvelables pour assurer les besoins en chaleur et en production d'eau chaude de leurs établissements, de leurs bâtiments. Il y a des solutions plus classiques type AMOP, on reviendra sur ce montage plus classique, et aussi des montages, des alternatives pour faciliter la mise en place de ce projet, aussi bien en termes de démarche, mais aussi en termes de financement. L'idée, c'est aussi de mettre en avant des réalisations portées par les établissements de notre région. Il y a des belles opérations, donc autant communiquer sur ce qui se passe chez nous et susciter de l'intérêt et voir du passage à l'action des établissements de la région. Et puis, de vous présenter les acteurs qui peuvent vous accompagner sur ces projets-là et les dispositifs d'aide. Ça, c'est forcément très important pour le déclenchement du projet, donc financière et plus globalement des financements. Les interlocuteurs aujourd'hui, donc je remercie Jean-Luc Corbès et Unvali pour la maison de retraite Alexis Marquiset d'être présent, Philippe pour l'association Agena, donc ces intervenants se présenteront, Lionel, de directeur de Plan Air France, et puis donc moi j'animerai ce webinaire. Voilà. Donc au programme, je vous présenterai rapidement le programme RESET pour les établissements qui ne connaissent pas encore ce programme. Philippe présentera le réseau des animateurs énergie renouvelable de Bourgogne-Franche-Comté et l'appui qui peut être réalisé pour les établissements. Et puis, M. Corbet et Mme Valli présenteront l'EHPAD, voilà, l'établissement, la démarche, l'historique du projet, comment ils sont arrivés à rencontrer le bureau d'études Plan Air pour mettre en place ce projet. Et puis, Lionel présentera plus en détail le montage technique, administratif, économique du projet. Et les représentants de l'EHPAD nous expliqueront, donneront leur avis sur cette chaufferie bois avec un montage donc un peu particulier sur un marché global de performance, et puis de voir éventuellement si c'est reproductible. Et donc l'intérêt, c'était d'avoir aujourd'hui ce retour d'expérience. Et puis un temps de questions-réponses de 10-15 minutes. Voilà. Donc pour le programme RESET, pour rappel, c'est un programme pour information, un programme qui s'inscrit dans le cadre du plan régional santé-environnement, avec une des actions qui est d'améliorer le confort hygrothermique et l'efficacité énergétique dans les établissements sanitaires médico-sociaux, donc à l'initiative de l'ARS, de l'ADEME et de la Banque des territoires. L'animation de ce programme a été confiée au Pôle Énergie, qui est l'opérateur, on va dire, régional pour développer ce programme-là. Le Pôle Énergie, c'est un centre de ressources du bâtiment durable, un établissement public régional. Et donc, on est une douzaine de personnes actuellement à travailler au Pôle Énergie, avec pour objectif de mobiliser et de faire développer des compétences aux entreprises, aux acteurs professionnels du bâtiment sur la qualité environnementale et l'efficacité énergétique. Vous retrouverez plus d'infos sur nos activités sur notre plaquette qui est le lien est cliquable
vous pourrez par la suite en savoir un petit peu plus. L'objectif du programme, c'est d'informer et d'accompagner les établissements, tous les établissements de la région Bourgogne-Franche-Comté, sanitaires et médico-sociaux, il y en a 1200, pour améliorer l'efficacité énergétique de l'enveloppe des bâtiments, mais aussi des équipements, mettre en place des énergies renouvelables, donc c'est notre sujet aujourd'hui, et puis traiter le confort et la qualité de l'air intérieur pour les occupants, un sujet qui va être développé aussi, la qualité de l'air intérieur, dès 2022. On a un certain nombre d'actions qui sont proposées aux établissements, de l'information, du conseil au cas par cas, du coaching, on est plutôt sur de l'accompagnement individualisé, des temps de formation sur ces sujets-là et des boîtes à outils, une boîte à outils pour aider à mettre en place ces actions et ces démarches avec, pour, on va dire, élément je dirais, de fil rouge, c'est quand même le décret tertiaire aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pour nous la priorité du moment, c'est de pouvoir accompagner les établissements à la mise en œuvre de ce décret tertiaire. Vous pouvez devenir membre du réseau pour les établissements qui ne le sont pas encore. J'ai mis en place une liste de discussion. Vous pouvez recevoir des informations sur les sujets que j'ai évoqués. Vous pouvez aussi, et c'est ça l'idée d'une liste de discussion, c'est poser des questions à vos confrères de différents établissements ou communiquer sur un retour d'expérience. Moi, ça me permet aussi de vous proposer de l'actu du programme, les actions qui vont être menées, et plus globalement, c'est dans Bourgogne-Franche-Comté et du pôle énergie et de nos partenaires. Vous pouvez vous inscrire, vous verrez sur le lien de la présentation, en cliquant devenir membre, vous pourrez devenir membre. Donc, c'est bien réservé aux établissements de santé et médico-sociaux, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis, pour finir, avant de passer la parole à Philippe, donc j'ai mis en place en ligne, on est en train de refaire le site internet du pôle énergie. En attendant, j'ai tout simplement créé un dossier partagé, un Google Drive, où vous retrouverez de la ressource documentaire. Alors là, je vous ai mis un exemple. Vous avez des dossiers thématiques dans la partie énergie renouvelable, bois énergie, géothermie, chaleur fatale, photovoltaïque, solaire thermique. Et donc, vous retrouverez dans chacun de ces dossiers des fiches pratiques, des règlements d'intervention des aides financières, et puis aussi la plaquette des animateurs énergie renouvelable. Et là, je vais laisser la parole à Philippe. Voilà. Merci en tout cas à vous d'être présents pour ce premier webinaire Bois Énergie. Il y en aura donc deux, un autre demain après-midi à 14h. Philippe, la parole est à toi. Pense bien désactiver ton micro. Oui, bonjour à tous. Philippe Chambreland, donc je suis salarié de l'association Agena et je suis donc l'animateur énergie renouvelable sur la moitié sud du département du Doubs. Et mon intervention aujourd'hui va consister à essayer de vous présenter donc le rôle des animateurs de chaleur renouvelable de Bourgogne-Franche-Comté. Alors ça commence bien. J'ai un problème de défilement. Voilà. Donc, le petit résumé de ce qu'est la mission. Alors, moi, je parle plutôt qu'énergie renouvelable. Moi, j'ai tendance à parler de chaleur renouvelable parce que les types de projets concernés par la mission sont ce qu'on appelle le bois énergie, donc les chaufferies bois granulés ou bois déchiquetés, la géothermie et le solaire thermique. C'est une mission qui, pour les porteurs de projets publics et privés, à l'exception des particuliers, donc c'est quand même quasiment l'ensemble des projets qui sont couverts par cette mission. Et elle n'est possible, cette mission, que grâce au financement des postes d'animateurs par l'ADEME et la région. Elle comprend 3 axes principaux. Tout d'abord, la prospection pour essayer de mettre en évidence des sites propices à de tels projets. D'autre part, un autre axe, c'est la communication pour essayer de motiver les structures à passer à l'action. Et enfin, ce qui nous occupe
la plupart du temps, c'est l'accompagnement des projets. Et si on essaye d'avoir un focus sur ce que peut être cet accompagnement, j'ai fait un déroulé type d'un projet bois énergie, donc de la réalisation d'une chaufferie bois qu'on peut décomposer en 3 phases avec, dans un premier temps, une phase émergence pré-étude qui précède la phase de conception-réalisation et vient ensuite la phase d'exploitation. Donc, qu'est-ce que peut apporter, suivant les différentes phases, l'animateur? Dans un premier temps, dans la première phase, il peut potentiellement avoir fait son travail, donc avoir une partie de prospection et d'animation qui peut alors déclencher l'idée d'une chaufferie bois, en l'occurrence. Alors, qui peut avoir cette idée? Ça peut être le maître d'ouvrage, ça peut être aussi l'animateur, mais ça peut être aussi un maître d'œuvre ou toute autre personne. Si le projet paraît suffisamment évident, on peut se lancer directement dans une étude de faisabilité technico-économique. Si ce n'est pas le cas, si le maître d'ouvrage a besoin d'être un petit peu convaincu, il est possible de réaliser une analyse d'opportunité. Cette analyse est réalisée par l'animateur et elle a pour objet de comparer le potentiel projet en chaufferie bois à une chaufferie identique en énergie fossile, et donc de répondre à une question: est-ce qu'il est pertinent ou non de continuer à étudier le projet, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? Si la conclusion de l'analyse est que oui, il y a un intérêt à continuer, va être réalisée une étude de faisabilité technico-économique, et cette étude, elle devait être réalisée par un bureau d'études ce coup-ci. Pour autant, l'animateur continue à accompagner le maître d'ouvrage dans un premier temps, généralement, dans la rédaction du cahier des charges qui va permettre la consultation des bureaux d'études, et aussi lors du déroulé de l'étude, dans le suivi avec une relecture des différents documents fournis par le bureau d'études et des remarques éventuelles. Donc, dans ce cas-là, il vient en appui du maître d'ouvrage en étant un conseiller technique en quelque sorte. Dans la phase suivante, au niveau des études de conception, l'animateur est censé également suivre l'étude un peu comme l'étude de faisabilité, avec éventuellement, si c'est nécessaire, un appui au maître d'ouvrage dans la rédaction de cahier des charges en vue de recruter soit un AMO, soit un assistant à maîtrise d'ouvrage, soit l'équipe de maîtrise d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre si c'est nécessaire. Et toujours, il restera en appui lors des études de conception pour donner son avis au maître d'ouvrage. Un autre point qui prend de plus en plus d'importance à mon avis, et de plus en plus de temps pour les animateurs d'ailleurs, c'est la mise en place du plan de financement, où là, l'animateur pourra avoir un rôle d'intermédiaire entre les financeurs et le maître d'ouvrage, ce qui est généralement bien vu du maître d'ouvrage. Voilà. Dans la phase de réalisation, on n'est pas censé intervenir parce que là, l'ensemble des équipes ont été mis en place. Notre intervention viendra plutôt en phase d'exploitation, avec toujours un appui éventuel dans la rédaction de cahier des charges en vue de recruter soit un fournisseur de combustible, soit un prestataire de maintenance. Et enfin, éventuellement, un appui dans le suivi des installations avec la fourniture de guides, ou voir une première analyse lors de dysfonctionnement, si dysfonctionnement il y a. Voilà ce que peut être l'accompagnement de l'animateur auprès du maître d'ouvrage lors d'un projet de chaufferie bois. Alors, cette mission,
elle est couverte sur l'ensemble de la région. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est des associations qui assurent cette mission, alors que sur la partie Bourgogne, c'est plutôt des institutions publiques type conseils départementaux ou syndicats. À noter que pour une bonne partie de Lyon, il n'y a aucune structure qui s'est portée volontaire pour assurer la mission. Donc, il y a une partie qui n'est pas couverte. Alors, dans ce cas-là, je ne sais pas trop comment ça se passe. Peut-être que David a déjà eu un retour d'expérience. Est-ce qu'il n'y a pas du tout d'appui des maîtres d'ouvrage? J'en ai pas idée. C'est une question qu'il faudra peut-être répondre à la suite. Alors, juste Philippe, pour Ouais. les établissements où effectivement il n'y a pas d'animateur énergie renouvelable, on va dire que je fais ce travail par intérim avec l'appui de l'ADEME ou des autres animateurs énergie renouvelable si besoin. Hein, D'accord. voilà. Ça a été le cas récemment à Brino sur Amançon, sur un projet pompe à chaleur où justement, grâce au réseau des animateurs énergie renouvelable, j'ai pu trouver un appui. Voilà. OK. Et puis un peu en conclusion, donc effectivement, un projet de chaufferie bois, c'est indéniablement plus complexe à mettre en place qu'un simple remplacement d'une chaudière fuel existe à l'identique. Mais comme on vient de le voir, il existe des accompagnements d'une part technique au travers des animateurs chaleur renouvelable, mais aussi de bureaux d'études qui se sont spécialisés comme Planer qui va intervenir ensuite, et voire même d'installateurs et d'exploitants qui, depuis quelques décennies, ont acquis une expérience certaine dans ces opérations. Et outre l'accompagnement technique, il y a un accompagnement financier qui existe. Alors d'une part aux études, ça c'est des aides qui sont fournies par l'ADEME. Alors j'ai mis une plage de subventions. L'ADEME peut financer les, les études de faisabilité, mais aussi une partie des études de conception à hauteur de 50 à 70% suivant les cas. Et il y a aussi également des aides à l'investissement. Alors j'en ai listé 3. D'une part, le fonds chaleur, qui est toujours géré par l'ADEME, mais qui est plutôt réservé aux gros projets parce qu'il faut une production minimum de 1200 MWh par an d'énergie. Ça correspond grosso modo à consommation de 150 000 litres de fuel par an. Ça commence à faire des installations conséquentes. Par ailleurs, il existe pour les plus petits projets une aide européenne qui s'appelle FEDER. C'est un fonds européen, mais qui est géré par la région. Alors, en ce moment, il est en cours de refonte. Et on devrait avoir plus d'informations à son sujet au courant du printemps. Et la troisième aide possible, c'est le plan bois énergie. Ça, c'est une aide spécifique de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà pour les 3 aides publiques. Outre ces 3 aides publiques, on peut faire appel au certificat d'économie d'énergie. C'est à peu près les 4 aides économiques qu'on peut, pour une étude, enfin pour un projet, pardon, un projet dans le secteur sanitaire et médico-social, c'est les 4 aides auxquelles on peut, à mon avis, faire appel. Et donc, en conclusion, j'ai essayé d'être rapide. Je pense que le bon réflexe à avoir, c'est de contacter directement l'animateur chaleur renouvelable de votre secteur dès l'émergence du projet pour pouvoir bien sûr profiter au maximum de tous les dispositifs qui existent. Voilà. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a un commentaire de Sarah Metra de Juralliance Ouais. sur le fonds chaleur qui peut être disponible aussi pour les petits projets via des groupements de Ah oui, SIDEC, notamment le syndicat d'énergie, je pense dans le ouais, cadre des contrats, c'est ça, des d'objectifs. contrats d'objectifs territoriaux. Mm. Alors ça, c'est des contrats que passe l'ADEME avec une entité sur un territoire donné. Typiquement, par exemple, si j'ai 30 secondes, hein, je vais peut-être expliquer. C'est des contrats que passe l'ADEME avec
des acteurs territoriaux type syndicat d'énergie, mais pas que, donc sur un territoire donné. Ce que a fait le SYDEC, donc le syndicat d'énergie du Jura. Et donc, il est en capacité, dans ce cas-là, de proposer une aide financière qui est en fait une aide qui est en fait du fonds chaleur. Et effectivement, ça vient s'ajouter aux aides dont on vient parler. Mais ça ne pourra pas être, ça pourra pas s'additionner au fonds chaleur. C'est soit vous faites appel à l'aide du syndicat, soit vous faites appel au fonds chaleur, mais ça ne peut pas être les deux. Voilà. Très bien. Merci Philippe. Je propose de passer à l'intervention de l'EHPAD de Mamirol et puis donc, de Lionel Robe de Plein Air. On va commencer peut-être par déjà interroger l'EHPAD de Mamirol sur disons qui vous êtes, peut-être décrire votre établissement et puis la genèse, hein, l'historique du projet. Et ensuite, Lionel pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet du marché global de performance. Oui, bonjour. Moi, je suis Céline, donc Céline Valli, l'économe de l'EHPAD de Mamirol. Jean-Luc Corbet, responsable service technique. Voilà. Donc, en fait, notre EHPAD est un établissement public médico-social qui date des années 70. C'est un EHPAD qui a une capacité de 111 lits d'hébergement définitif, dont 15 lits Alzheimer. On a 6 lits d'hébergement temporaire, 24 lits d'hébergement sur une dépendance qui est à Saône, 6 places en accueil de jour et on a 37 places en SIAD. Donc, dans les années 70, en fait, nous avions fait le choix d'avoir donc 2 chaufferies. Oui, en fait, oui, quand le constat qui a été fait en 2015, je crois, c'était qu'on avait des chaudières fuel qui avaient plus d'une quarantaine d'années. Donc, il fallait quand même vraiment penser à faire quelque chose, soit remplacer à l'identique, soit s'orienter vers une autre énergie. Donc, à partir de là, on avait fait un diagnostic énergétique avec la société Plein Air à l'époque. Et du coup, voilà, ça a révélé un certain nombre de choses sur la consommation, sur l'isolation, sur toutes ces choses-là. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à plutôt chauffe-frigo. Donc, notre consommation était relativement importante, il faut le dire, hein. On avait 80 à 100 000 litres de fuel par an. Donc, effectivement, au niveau budgétaire, c'était relativement compliqué pour nous. Une grosse charge. C'était une grosse charge. Et c'est vrai que, voilà, après mûre réflexion, on a décidé de faire un audit avec étude de faisabilité. Et marché. Donc, et c'est à partir de là que nous avons retenu la société Plein Air qui nous a aidé énormément. Donc, assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rédaction des cahiers des charges, pour également toute la partie étude de projet. Monsieur Robe. Et le choix le choix de la société. Et puis la partie négociation avec la les partie validants. négociation, voilà, avec les différentes sociétés qui étaient retenues. Donc voilà un petit peu pour notre partie à nous. Donc, c'est une chaufferie la chaufferie bois a été mise en service novembre 2019, donc ça fait un peu plus de 2 ans. C'est la 3e saison qu'on fait. Il se passe plutôt bien. Plutôt bien, et c'est vrai que voilà, en étant en EHPAD, effectivement,
Nos résidents ont besoin d'avoir des températures relativement élevées. Donc, c'est vrai que voilà, le fioul pour nous n'était plus adapté et je pense que la chaufferie bois, c'est une belle réussite. Voilà. Donc, on est sur une solution 100% bois, mais on en reparlera un petit peu après. Donc, on a gardé une chaudière fuel, mais vraiment en secours. Très bien. Ben, merci pour cette intro et cette présentation de l'EHPAD, du contexte. Lionel, je te laisse du coup. Juste aussi pour revenir sur le commentaire de Mme Métra là, sur les aides, Oui. je crois aussi, puis j'ai vu qu'il y avait Laura Rouvelin qui était là, il existe aussi des systèmes de financement avec ce qu'on appelle des contrats patrimoniaux. Donc, si par exemple, vous avez 3 chaufferies qui font chacune 50 000 litres, ben, vous arrivez à 150 000 litres avec les 3. Donc, en fait, vous pouvez demander du fonds chaleur. Si vous faites 3 projets, il faut au minimum 3 projets. Et il faut que la somme des 3 projets dépasse les à peu près 150 000 litres dont parlait Philippe. Donc, des fois, quand on a plusieurs établissements, ça peut être intéressant aussi de mobiliser ces aides ADEME. On en reparlera aussi parce que c'est quand même des aides qui sont relativement faciles à mobiliser et à obtenir, à la différence du FEDER, et je pense que l'établissement en parlera à la fin. Donc là, l'idée de la… Voilà, je finis juste ce point-là parce que comme ça, je pense qu'on a bien on a complété par rapport à la remarque. Je vais vous présenter rapidement ce que fait Planer en 2 slides. Ensuite, le projet, et puis un petit peu à la fin, les enseignements qu'on en a tirés, à la fois moi, côté, on va dire, assistance à maîtrise d'ouvrage, mais aussi l'EHPAD qui pourra vous en parler. Alors, donc juste Planer, c'est un bureau d'ingénieurs conseil en énergie. Un point important, c'est qu'on est indépendant, c'est-à-dire que 90% du capital du bureau est détenu par les salariés. Les 10% restants, en fait, ils sont détenus par le fondateur qui est en retraite maintenant, donc il est plus salarié. On n'a pas de prestation de fourniture de matériel, donc on vend que des études, en fait, que des conseils, sauf sur le côté monitoring énergétique, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, c'était très lié aux conseils qu'on pouvait donner. Donc, il y a des industriels à qui qu'on accompagne dans la mise en place de plans de comptage. En gros, aujourd'hui, on va être à peu près à 16 salariés côté français, avec une grosse entre parenthèses, mais agence à Val-d'Aon, à côté de Besançon, on est une dizaine de personnes, 4 personnes sur Chambéry et puis 2 personnes à Lyon où on démarre. C'est un bureau d'études, en fait, Planer France, qui est rattaché aussi à un bureau d'études suisse. Donc, c'est le bureau d'études suisse qui est 100% indépendant. Enfin, voilà. Et nous, ça nous permet d'avoir aussi le support de ce bureau suisse sur des questions des fois très pointues. On a un spécialiste froid industriel quand on fait des groupes froids à l'ammoniac ou avec des trucs très particuliers. On a des gens qui savent un peu faire du data, de l'analyse de data. L'informatique aussi, ça nous permet je ne vais pas m'occuper de l'informatique sur mes secteurs. On intervient dans tous les secteurs, donc on fait à la fois des bâtiments tertiaires, on bosse chez les industriels, on fait du logement, de la santé, essentiellement en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes, mais plutôt Rhône-Alpes qu'Auvergne. Et puis en Bourgogne-Franche-Comté, plutôt en Franche-Comté par notre positionnement, mais on va de plus en plus du côté Bourgogne avec la fusion des régions, notamment dans la Nièvre, on bosse avec quelques personnes dans la Nièvre, du côté d'Auxerre aussi. Donc on fait à la fois des études, on fait des études de faisabilité, comme on a vu là, des missions, mais on a beaucoup de projets qu'on a menés à leur terme. Donc en fait, on va jusqu'au bout des dossiers. En chaufferie bois, on fait des études de faisabilité, soit des missions de maîtrise d'œuvre, soit des missions d'AMO derrière. On a fait une chaufferie bois pour la piscine de Morbier. J'étais samedi à l'inauguration d'un réseau de chaleur avec une chaufferie bois de 2 fois 120 kW pour Anneau. C'est la commune des premiers sapins. On en a fait une grosse chaufferie dans une station de ski aux Arcs 1600. On fait aussi du photovoltaïque, soit des études de faisabilité, soit des missions d'accompagnement. On a fait des grosses installations chez les industriels sur la steppe de Besançon. Si vous passez à Port-Douveau, c'est nous qui avons fait l'install, qu'avons fait la partie conception ingénierie, par les travaux. On travaille chez Signaux Giraud pour mettre des ombrières. Sur le front, on a aussi des projets un peu particuliers. On a mis notamment des groupes au propane chez Cornu, qui fait de l'agroalimentaire à Fontaine, et puis aussi au data center de la CNAM à Dijon. Donc, c'est des gaz naturels avec du free cooling. On a aussi fait des groupes avec des gaz un peu à faible pouvoir, faible pouvoir de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle le 1, 2, 3, 4 ZD, avec de la récupération en plasturgie. On fait aussi des installations de géothermie. On a fait une école récemment. Là, on fait des logements à Val-d'Aon et on va faire un tertiaire à Besançon. Et puis, on fait des projets où on est en maîtrise d'œuvre avec des architectes.
Donc là, on fait toute la partie chauffage, ventilation, comme un labo Medilis à Lons, par exemple, avec dans ce cas une thermofrigopompe donc qui fait du chaud. C'est une machine qui fait du chaud, du froid en même temps et qui passe de l'un à l'autre. Et on a aussi des activités d'accompagnement avec certains clients. On a accompagné plusieurs industriels sur l'ISO 50001. Là, on a pas mal de demandes et on bosse sur le décret tertiaire avec un certain nombre de clients historiques. On accompagne aussi certains sur les audits réglementaires et on fait de la formation. Donc voilà, juste ce petit slide-là qui montre un petit peu nos activités. Voilà, on fait à la fois de l'audit, mais ce qu'on aime bien, c'est, comme on a fait ici, c'est boucler la boucle parce que c'est comme ça qu'on est le plus pertinent aussi après en étude de faisabilité quand on est au bout des projets puis qu'on en tire des enseignements. On a pas mal de qualifications au PQI, BI, RGE, donc ce qui fait que nos prestations d'études, elles sont aidées par l'ADEME et on est certifié pour la formation. Donc, on anime notamment cette formation ProRefEI là, qui peut vous intéresser, puis je pense que David, il en reparlera à l'occasion. C'est une formation initialement pour les référents énergétiques en industrie, mais qui est ouverte désormais au tertiaire complexe, auquel a priori vous feriez partie. Alors, pourquoi il y a eu ce projet? Comme l'a dit Madame Valli, on avait fait un audit énergétique qui avait notamment mis en évidence une obsolescence de la production de chauffage. Et puis on avait fait, dans le cadre de l'audit, là, c'est plutôt nous qui l'avons fait et pas la GENAM. On avait fait une espèce d'opportunité en disant il y aurait quand même vraiment un intérêt chez vous à faire une chaudière bois, ça pourrait être rentable en 7-8 ans. Voilà en gros les coûts d'investissement et voilà les aides. Donc suite à ça, l'EPAD nous a demandé de faire la réalisation d'une étude de faisabilité un peu plus détaillée pour remplacer les 2 chaufferies qui chauffaient les 2 bâtiments. Et là, on était plutôt parti à cette époque-là sur une solution bois plus à point fuel. Donc, c'est un projet, là, on est dans le cadre de l'EPAD, on n'est pas en marché privé, on est en marché public. Donc, on était soumis au code des marchés publics. Donc, normalement, c'était une affaire qui devait partir en loi MOP, avec recrutement d'une équipe de maîtrise d'œuvre, puis appel d'offres en lots séparés jusqu'à la phase travaux, et puis ensuite un appel d'offres pour la partie exploitation. Donc, vraiment plusieurs intermédiaires. Et le directeur de l'époque, qui était aussi le directeur de Novillard, ça a changé beaucoup de directeurs, mais le directeur de l'époque, M. Blanc, avait eu une expérience plutôt intéressante de contrat de performance énergétique sur Novillard. Et il nous a dit, moi, je ne veux pas une approche loi MOP classique, mais je voudrais un engagement de performance, donc qu'est-ce que vous proposez? Donc, c'est là qu'on est parti sur une approche marché global de performance que je vais un petit peu expliquer là, où on pourrait appeler ça aussi un contrat de performance énergétique, ou une conception, réalisation, exploitation, maintenance aussi, c'était comme ça qu'on appelait ça avant. Un CREM, oui. Voilà, un CREM. L'intitulé maintenant au niveau des marchés publics, c'est marché global de performance, parce qu'on peut le faire s'il y a des clauses de performance. Mais avant, c'était conception, réalisation, exploitation, maintenance, ou CREM. Donc là, l'EPAD a lancé, donc en fait, ils ont lancé une consultation où nous, on a été retenus en tant qu'AMO technique et juridique. Donc j'avais un avocat pour m'appuyer sur certains points. Et puis, on a lancé une consultation de type marché global de performance avec ce qu'on appelle un dialogue compétitif qui permet en fait d'échanger avec les entreprises qui soumissionnent, d'avoir une phase de dialogue pour les aider à optimiser ou à améliorer leur offre. Donc, ce n'est pas juste ils nous remettent une offre et on choisit, c'est ils nous remettent une offre, on discute de l'offre avec chacun et ils nous remettent une offre optimisée. On avait retenu donc 3 candidats. Oui. Ouais, on avait retenu 3 candidats. Donc, le déroulement, on a eu une rédaction du programme. Donc, la première étape, une fois que nous, on a été retenus plein air, on a rédigé le programme. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi les limites de prestation et puis les pièces de la consultation? Je vais rentrer après dans le détail, mais là, j'explique globalement. Ensuite, on a une consultation de type dialogue compétitif. Donc, on en a retenu 3. Et puis là, on leur donne les pièces et ils nous remettent une première offre. Là, il y a une phase de négociation, d'échange avec les candidats qui nous a amené aussi, par rapport à leurs propositions, à retoucher certaines pièces du cahier des charges. Donc, on leur remet un nouveau cahier des charges, qui est le même, mais avec quelques améliorations. Typiquement, on avait un candidat qui avait fait une proposition intéressante sur l'aspect emplacement de la chaufferie. Donc, on a un peu plus ouvert le cadre dans la deuxième phase pour qu'ils puissent en fait proposer ça et que ça soit conforme. Là, les candidats nous remettent une offre optimisée. On ne rediscute plus avec eux et on choisit sur la base de cette offre optimisée celui qu'on veut prendre. Donc, il y a vraiment un tour de négociation. Une fois que l'offre est optimisée, une fois qu'il nous prépare, donne sa deuxième offre, il faut choisir sur la base de ce qu'il peut faire. On ne peut pas leur contacter et lui dire « Ah, je voudrais bien que tu tournes un peu la chaufferie comme ça » ou « Est-ce que tu ne peux pas travailler sur tel poste ?» Non, on doit vraiment choisir. Et donc là, on a choisi un prestataire. Donc le prestataire qu'on a choisi, il est en charge de la conception, des travaux, de la fourniture d'énergie. Donc on verra tout à l'heure, mais l'EPAD achète de la chaleur sortie chaufferie.
et de l'exploitation pendant 8 ans qui est renouvelable une fois par l'EHPAD. Donc, on aurait pu faire directement 16 ans, mais on a préféré faire 8 ans en se disant, si ça ne se passe pas bien avec l'exploitant actuel, on peut le sortir au bout de 8 ans. Mais on peut aussi reconduire le contrat. On avait choisi, je crois qu'on a notifié le marché en janvier 2018. Derrière, on a eu quelques échanges pour affiner le permis, pour affiner l'emplacement de la chaufferie. Le permis de construire a dû être déposé en mars. Derrière, on a eu le délai de purge du permis. Les travaux ont commencé en août, juillet-août, les premiers coups de pelle de mémoire. Hein. C'est ça, ouais. Et en gros, c'est ce qu'a dit Jean-Luc, fin octobre, début novembre, la chaufferie elle était en service. Ouais. Donc, c'est quand même allé, entre le moment où on a mis les premiers coups de pioche et le moment où on a la fumée blanche qui est sortie, c'est pas le Vatican, mais qui est sortie, qui est sortie des cheminées, il s'est écoulé 4 ou 5 mois, ce qui est quand même relativement rapide. Ouais, oui, c'est vrai. Avec un réseau de chaleur en plus. Avec en plus un bout de réseau à créer. La réception, donc la mise en service est en novembre. On a eu une réception un peu plus tardive, on reviendra tout à l'heure, parce qu'on avait une petite difficulté sur l'étanchéité de toiture qui n'était pas conforme. Et le fait aussi du type de marché qu'on avait et des pénalités qu'on avait mis sur certains éléments, ça nous a permis aussi de bien tenir les entreprises sur ce sujet-là. Et puis, on a mis un peu de temps à lever les réserves parce que vous savez comment c'est, quand il reste 3-4 cabosses à faire, 4-5 trucs, ça met toujours un peu de temps au niveau des entreprises pour lever les réserves. On a eu, je crois que la performance est au rendez-vous, à la fois la satisfaction de l'EHPAD, mais même d'un point de vue énergétique, on est dans les objectifs qu'on avait fixés. Et puis, on a quelques difficultés dont on parlera, mais qui sont classiques, on va dire, dans l'exploitation d'une chaufferie, mais que le titulaire traite avec assiduité parce qu'il a quand même un objectif de performance, notamment si la chaufferie bois ne marche pas et qu'il est obligé de passer sur la chaufferie fuel de secours, l'EHPAD continue à payer la chaleur au prix du bois. Donc, ça veut dire que tout le fuel est pour lui et au bout de plus de 1000 litres, il commence à y avoir il paye un surcoût il y a une pénalité. Donc, c'était vraiment pour le motiver à ce que cette installation 100% bois, elle marche. Juste, alors, je mets ces éléments-là parce que c'est après pour vous expliquer aussi pourquoi on est parti sur ce marché global. Voilà, souvent, quand on parle quand on analyse un coût de chaleur de manière globale, en fait, on regarde, il y a une partie qu'on appelle le P1, qui est en fait le coût du combustible qu'on met, qui est la partie énergie que vous consommez. Donc ça, c'est du prix variable. C'est une partie qui est variable et qui va dépendre en fait de la quantité d'énergie que vous achetez ou dont vous avez besoin pour chauffer. Donc, on va peut-être plus consommer une année froide qu'une année chaude. Puis ensuite, vous avez des parties qui sont relativement fixes, qui sont ce qu'on appelle le P2, qui est l'entretien courant. C'est le gars qui vient faire des vérifs de temps en temps. C'est tout ce qui est prévisible, les opérations de ramonage qu'on doit faire 2 fois par an, un petit peu l'évacuation des cendres, par exemple, toutes ces choses-là. Le P3, c'est plutôt ce qu'on va provisionner. C'est une provision qu'on va faire tous les ans pour prévoir des grosses opérations d'entretien maintenant. Donc, par exemple, sur une chaufferie bois, on va provisionner tous les ans un petit montant pour, au bout de 8 ou 10 ans, remplacer les réfractaires du foyer, C'est souvent une des grosses opérations, mais ça peut être aussi peut-être anticiper une casse sur un élément ou un autre qui peut arriver. Et puis le P4, ce qu'on appelle le P4, c'est la partie, on a payé un certain montant au début, si on amortit ça sur 20 ans, c'est la partie investissement-amortissement. Juste pour rappeler, j'ai mis 2 petits graphiques qui sont quand même relativement parlants. On va déjà regarder suite droite. Suite droite, c'est si on prend ces éléments P1, P2, P3, P4, c'est la structuration du coût entre une solution référence, qu'on va dire énergie fossile, et puis une solution bois. Dans une solution énergie fossile, en rouge, là, vous avez le coût là, c'est du fuel. Souvent, vous avez une grosse facture de fuel. Et puis, en fait, l'aspect entretien-maintenance, il est relativement simple. Sur une chaudière fuel, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, l'investissement, il est relativement léger parce que changer 2 chaudières, ce n'est pas très, très cher. Et puis, quand vous passez sur une solution bois, la structuration du coût, elle est complètement différente. L'énergie ne vous coûte pas très, très cher. Par contre, vous avez des frais d'entretien-maintenance en gris, la conduite qui sont plus importants. En bleu foncé, on ne voit pas très bien, là, mais qui est ici, là, je ne sais pas, qui est ici, là, voilà, tac. Ici, là, vous avez des coûts de P3 qui sont un peu importants. Puis l'investissement, il est beaucoup plus gros, mais en fait, il y a des aides. Peut-être que je vire ça. Il y a des aides, en fait, qui permettent en fait de le réduire. Donc, en fait, ce qui coûte au mètre d'ouvrage, c'est ça. Voilà. Puis ce qu'on voit là, en fait, ce qu'on voit en brun, c'est la courbe de variation des prix de la plaquette sur les 20 dernières années. C'est une courbe que sort l'ASDER. Alors, ça s'arrête en 2019. On voit que la plaquette, elle n'a quasiment pas bougé. Ça veut dire qu'en gros, le vert, là, il ne bouge quasiment pas sur les 20 ans. Par contre, le rouge, là, il varie comme la courbe rouge, comme ce qu'on voit maintenant.
Ça veut dire que d'une année à l'autre, vous pouvez perdre 10% sur la facture de fuel, donc vous allez gagner 8 000 balles. Et quand vous prenez 20% comme cette année, ben vous passez de 80 000 à 96 000. Donc, c'est aussi la grosse différence entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles, c'est que la structuration du coût, ce n'est pas beaucoup moins cher quand on regarde en coût global, mais la structuration du coût, elle est différente et en fait, elle est beaucoup moins volatile sur la partie énergie fossile. Donc, d'un point de vue planification budgétaire, vous avez moins de surprises d'une année à l'autre. D'accord ? Ce qui est bleu, en gros, ce qui est vert, ça dépend comme le prix du bois, qui est quand même plutôt une ressource locale. Donc, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des tensions sur le bois, mais quand Poutine il s'empoigne avec les Ukrainiens, le prix du bois il varie quand même un peu moins vite de la plaquette que le prix du gaz ou le prix du fioul. Et puis tous les autres postes, ils ont quand même tendance à évoluer comme de l'inflation. Donc en fait, ils évoluent aussi comme les revenus des gens. Donc c'est relativement stable. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et ça veut dire en fait que quand vous faites une chaufferie bois, ben, ce qui est vraiment important, c'est de maîtriser l'ensemble des coûts. Et pas simplement les coûts. Si vous faites une chaufferie bois, que vous avez beaucoup investi, mais que derrière, vous avez des coûts d'entretien hyper élevés, ben, vous y avez perdu. Ou si vous n'arrivez pas à bien négocier votre prix de bois, vous y avez perdu aussi. D'où l'approche, donc c'est pour ça qu'on parle d'une approche en coût global. En fait, la consultation en loi MOP, donc avec des lots séparés, conception après travaux, en fait, elle ne permet pas, dès le démarrage, d'avoir un engagement sur l'ensemble des coûts. C'est des acteurs différents qui, à différentes périodes dans le temps du projet, vont répondre. Vous avez un maître d'œuvre qui va répondre sur la consultation, puis qui va vous s'engager sur un prix à plus ou moins 5% en APD, mais qui ne va jamais s'engager sur des coûts d'exploitation derrière. Puis, vous avez des entreprises qui vont s'engager sur les coûts de leur lot en phase travaux, mais qui ne vont pas s'engager sur les coûts d'exploitation. Puis, vous allez consulter des exploitants. Donc, en fait, il n'y a pas un moment donné où on vous dit ben, le coût global, c'est celui-là. Et donc, le marché global de performance, ou le CREM, en fait, il permet cet engagement-là, c'est-à-dire que dès le début, celui qui s'engage, il s'engage sur l'ensemble des coûts dès le début. Et puis, il y a un système d'intéressement pénalité qui permet de partager les risques et les bénéfices entre le client et ici l'EHPAD et celui qui a le marché. Et ça protège quand même le client, c'est-à-dire que là, typiquement, le client, il sait qu'il achète une chaleur à un prix global qui est garanti sortie chaufferie avec une garantie de performance. Donc, ça permet quand même de… Je vais essayer de virer ce truc-là. Voilà. Voilà. Alors après, on a eu beaucoup entendu parler un temps de crème sur des installations très complexes, carrément même, je crois qu'ils faisaient sur ça, sur des hôpitaux complets, puis qui avaient eu des effets un peu de bord compliqués. Un sujet de chaufferie fossile qu'on remplace par une chaufferie bois, ça se prête relativement bien à ce marché parce qu'on a une situation de référence, donc on sait qu'on consomme tant de litres de fuel, on remplace les générateurs de chaleur par d'autres types de générateurs, et en gros, on sait où on va et on a un périmètre qui est bien limité. Donc, ce n'est pas trop compliqué, et on arrive à gérer à la fois pour celui qui répond, donc le candidat, et à la fois pour celui qui va analyser les offres, on est sur un truc qui est facile à analyser. Voilà. En plus, ici, alors, il y a des cas où on a fait plein de chaufferies bois aussi, nous, en loi MOP classique, hein, mais là, il y avait clairement une demande du maître d'ouvrage et ça correspondait vraiment à sa demande. Donc, les grandes différences sur un marché global, c'est que vous avez souvent besoin, alors vous pouvez aussi le faire en interne, hein, d'un AMO technique et juridique pour monter un petit peu le dialogue. Enfin les dossiers de consultation. Il y a une seule consultation avec ce qu'on appelle un dialogue compétitif, on discute. Le titulaire du marché, ben, il va prendre l'ensemble, donc quand même souvent il va prendre des sous-traitants, hein. C'est pas lui qui va faire tout le béton, c'est pas lui qui va faire toute la tuyauterie, tout le VRD, donc il vient avec un groupement. Ça veut dire aussi que ça limite un peu l'accès, ça va plutôt être quand même ce que j'ai appelé des majors, donc Dalkia, Engie, Idex, Cofélis, PI qui vont répondre. Nous, on a fait un marché global pour 5 marchés globaux en Bourgogne pour des chaufferies bois. Et ceux qui ont répondu, c'était ceux-là, plus un petit qui s'appelle LE Énergie qui vient d'Auvergne et qui a eu 2 marchés. Donc, il y a aussi des petites structures qui commencent à se structurer sur ces éléments-là. Il y a des objectifs et des engagements de performance, c'est-à-dire que voilà, on doit avoir tant de couverture avec le bois, on doit produire tant de mégawattheures on ne doit pas consommer plus que tant de mégawattheures pour tant de degrés jour de chauffage, on doit avoir tel rendement. Et donc, dès la signature du marché, le titulaire, il s'engage sur l'ensemble des coûts de construction et d'exploitation maintenance. Le maître d'ouvrage aussi, il a un seul responsable de la performance qui est le titulaire du marché, et pas plusieurs personnes comme j'ai parlé tout à l'heure. Alors qu'en loi MOP classique, vous allez avoir une équipe de maîtrise d'œuvre que vous allez reconnaître, qui va lui s'engager plutôt sur l'équipe de maîtrise d'œuvre, elle s'engage rarement sur la performance.
Elle va plutôt s'engager sur le coût des travaux en phase APD. Et puis derrière, vous allez lancer une consultation où vous retenez plusieurs entreprises pour la phase travaux que l'équipe de maîtrise d'œuvre coordonne. Et puis ensuite, une consultation pour retenir un exploitant. Donc, par exemple, là, typiquement, sur le marché global de performance, on faisait des réunions de chantier, mais c'était plus des points d'avancement du projet, sachant que c'était celui qui avait été retenu, donc Engie Cofin dans ce cas-là, qui gérait toute la coordination entre les sous-traitants et entre tout le monde. Donc, c'est aussi lui, comme il a une date de livraison de chantier, qui s'organisait pour faire avancer ses partenaires, avec qui il a clairement l'habitude de travailler. Hein. Donc, ça fait aussi que vous avez des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et voilà, c'est aussi relativement léger en termes de… Il y a eu un peu de suivi, mais c'est relativement léger. Ça se passait plutôt bien. Juste comment s'est passée la consultation, le démarrage, il a été un peu difficile parce qu'on était parti sur une chaufferie bois et puis à la première réunion, il y a eu un nouvel interlocuteur qui est arrivé ici là et qui a dit ah, mais c'est quoi cette idée là, c'est quoi cet énorme projet là, c'est quoi ce gros investissement, collez-moi une citerne gaz là au milieu, 2 chaudières gaz, au lieu de mettre 400 000 balles, vous allez mettre 100 000 balles et puis dans 3 mois c'est fait. C'était pas une mauvaise idée hein, à l'époque. Si on l'avait fait, je pense qu'aujourd'hui, on s'en mordrait les doigts, mais ce n'était pas complètement une mauvaise idée, si on le regardait de manière financière. Donc, on a refait une étude de variante, et puis c'est vrai qu'à l'époque, c'était juste quand était sortie l'histoire de la TICGN. Et en fait, avec les augmentations de coûts sur la TICGN, on avait refait ce petit comparatif qui montrait quand même que le bois restait relativement performant par rapport au gaz, mais si on n'avait pas eu la TICGN à l'époque, on était vraiment touche-touche entre les deux, et je ne sais pas ce qui se serait passé. Le fait aussi de travailler, de refaire cette variante, ça nous a permis aussi d'affiner les aides avec le FEDER et la région. Et à cette époque-là, il y avait des aides intéressantes quand on était en chaufferie 100% bois. Donc, c'est pour ça qu'on est parti d'une solution bois-fuel qu'on avait imaginée en phase de faisabilité à une solution 100% bois qui était vraiment intéressante. Et finalement, c'est intéressant parce que la personne qui était plutôt favorable au gaz au début, en voyant les analyses et les éléments, il a dit non, mais maintenant, vous avez raison, ce n'est pas une bonne idée, partons sur le 100% bois. Donc, il y a eu un petit travail pour reconvaincre une personne de l'équipe, mais derrière, ça a plutôt été. Il n'est jamais revenu, il est jamais revenu sur le gaz, il est resté moteur. Et je pense que ça a aussi un point important, c'est que nous, en tant qu'AMO, on doit être quand même à l'écoute, c'est-à-dire que quand il y a des difficultés ou des réticences, c'est quand même le maître d'ouvrage qui paye. Hein. Donc, il faut apporter des éléments, des arguments en toute objectivité, et puis après, essayer de convaincre de ce qu'on pense juste avec les critères du maître d'ouvrage. Puis après, c'est le maître d'ouvrage qui décide, mais il y a aussi eu un travail d'équipe, je pense, qui a bien marché aussi sur ces étapes-là, où on faisait régulièrement des réunions pour faire des points et pour avancer. Donc, le lancement de la consultation, on a eu une phase 1 où on avait dit qu'on sélectionnait 3 candidatures. On n'a pas eu trop de mal à sélectionner parce qu'on en a eu 3. Donc, c'était EIMI, Dalkia, Engie, Cofeli. Dans la deuxième phase, on leur a remis un dossier de consultation où là, on donne un programme avec des objectifs fonctionnels. Donc, on leur avait dit, on veut une solution 100% bois. Vous ne devez jamais basculer sous le fuel ou sinon vous payez. Est-ce que vous mettez 1, 2 ou 3 chaudières bois? C'est votre problème. Mais là, on leur avait laissé la liberté. Donc, on leur donne un cadre fonctionnel. On leur avait dit où on voulait la chaudière. On leur avait dit qu'on voulait en profiter pour créer un réseau de chaleur entre les 2 bâtiments pour supprimer la deuxième chaufferie fuel. On voulait en profiter pour remplacer un certain nombre de pompes qui étaient obsolètes, reprendre toute la régulation qui ne marchait plus. Donc, on avait cadré le périmètre de ce qu'on voulait faire. Mais par contre, là-dedans, on leur avait laissé une certaine liberté sur ce qu'ils proposaient. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc, on en a profité pour faire quand même un certain nombre de travaux de rénovation dans l'établissement. Voilà, la GTC, il n'y avait quasiment plus d'accès. On était sur du Satchwell. En gros, c'était un mec en retraite qui venait pour la dépanner. Hein, c'était ça, hein, Jean-Luc. Hein. Donc voilà, il n'y avait plus de GTC. Il y avait des pompes qui commençaient à être au bout. Donc voilà, on en a profité pour se dire, tant qu'à être dans des travaux, on va un peu plus loin et on remet ça en état pour être tranquille pour les 20 ans qui viennent, on espère. Donc, il y a cet aspect programme fonctionnel. Puis après, il y a un CCAP, qui est un peu le contrat, qui cadre vraiment les responsabilités, les missions, les performances. Le CCAP, c'est vraiment un point important. Moi, la comparaison que je donne, c'est comme votre contrat d'assurance de bagnole. Vous ne le sortez jamais, sauf quand vous avez des ennuis. Ceux qui ont ouvert leur contrat d'assurance de voiture, c'est quand ils ont eu un sinistre, pas quand ils n'ont pas eu de sinistre. Donc, il faut vraiment se dire, dans le contrat, ça cadre des choses pour que ça marche bien, mais c'est aussi se dire, s'il y a telle et telle difficulté, comment je vais me servir du contrat pour me protéger, moi, client. D'accord ? Et puis, il y a tout un parti annexe détaillé, notamment sur la partie performance, qui, comme on est sur un contrat global, qui explique bien ces éléments-là. Il faut aussi penser que ce n'est pas simplement de dire au gars, fais-moi une chaufferie, puis débrouille-toi. Il faut lui donner les éléments pour qu'il puisse travailler.
comme dans une mission classique. Donc, pour que lui, il puisse faire son travail de conception avec le minimum d'incertitude. Donc, typiquement, on avait fait une note urbanistique pour bien rappeler les contraintes urbanistiques. On avait récupéré toutes les DICT pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme réseau qui passait. Voilà. On avait fait les diagrammes amiantes avant travaux pour être sûr qu'il y ait de où il y avait de l'amiante, s'il y en avait. On leur avait donné les éléments d'audit, on leur avait donné l'inventaire de toutes les consommations que relevait Jean-Luc. Tous les jours, il notait les litres de fuel qui étaient consommés. Donc, on leur avait donné ces éléments-là. On avait fait une étude de sol niveau AVP à l'endroit où on envisageait la chaufferie et on leur avait donné toutes les exigences de subvention. Ça, c'est vraiment un travail de préparation qui est important parce que si vous ne faites pas ça, en fait, derrière, quand vous aurez retenu votre titulaire, c'est la porte ouverte aux avenants et là, vous ne maîtrisez plus rien. C'est-à-dire que si le mec il vient en vous disant « Ah, vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait de l'amiante. Là, j'ai trouvé de l'amiante et le coût de désamiantage, c'est 50 000 €, ben, vous êtes cuit, vous ne pouvez plus rediscuter avec lui. » Enfin, c'est quand même plutôt lui, une fois que vous l'avez, enfin, comme on dit chez nous, mais une fois que vous l'avez choisi, à ce moment-là, c'est plutôt lui qui tient le couteau par le manche, je ne sais pas vous. Donc, il faut avoir quand même, il faut avoir blindé, enfin, il faut avoir blindé un certain nombre de choses. Donc, typiquement, l'étude de sol, c'est important de l'avoir. Non, mais c'est vrai, enfin, moi, je pense. Hein. Donc, il y a vraiment ce programme qui est important et qui nous a pris du temps et qui nécessite aussi des frais côté maître d'ouvrage. C'est-à-dire que vous payez l'étude de sol avant de lancer la consultation. D'accord ? De toute façon, il faudra la faire. Hein. De toute façon, il faudra la faire. Mais voilà, et souvent, il y a plein de marchés qui sortent comme ça sans qu'il y ait ces éléments-là et c'est délicat. Donc, voilà, on avait aussi fait, nous, ce travail de collecter, typiquement de faire les DICT. C'est nous qui l'avons fait plein air parce qu'on s'est dit, ben, ça gagne du temps aux équipes. Plutôt que chaque équipe, elle le passe, autant le faire qu'une fois. En théorie, dans la loi MOP sur les marchés publics, enfin dans la loi des marchés publics, normalement, il y a une prime pour les non-retenus qui est importante. Chez nous, alors moi, à l'époque, je n'étais pas au courant de cette histoire-là. J'ai découvert sur les derniers dossiers qu'on a fait avec la région, mais normalement, c'est une prime qui correspond à 80% des honoraires des phases de maîtrise d'œuvre que vous demandez aux entreprises. Donc, en fait, vous leur demandez de travailler, normalement, vous devez les dédommager. Donc ça, si vous ne le faites pas, normalement, il y a des gens qui pourraient, si vous ne prévoyez pas un contrat, enfin, des clauses, des primes suffisantes, normalement, vous pouvez avoir des gens qui disent, ben, nous, on n'a pas pu répondre à cette consultation parce que comme vous ne nous payez pas, on ne pouvait pas répondre, on n'avait pas les moyens de prendre ce risque commercial-là. Il faut comprendre aussi que ceux qui sont en face, ils prennent un risque commercial puisqu'ils vous font toutes les études et que si à la fin, ils ne sont pas retenus, ils étudient, ils chiffrent, ben, ils n'ont rien. Donc ça, normalement, c'est un point qui est important. S'il y a des gens que ça intéresse, je peux leur faire. Ben, je crois que j'avais fait suivre à Philippe. Il y a un article, je l'ai découvert en fait quand on a bossé avec la région parce qu'ils étaient très calés côté juridique et sur ce point-là, ben, ils souhaitaient ils souhaitaient respecter vraiment les règles des marchés publics. Et puis nous, ce qu'on avait aussi fait, c'est qu'on avait mis en place des critères d'adjudication qui prenaient en compte le coût global. C'est-à-dire qu'en gros, on comptait un des critères qu'il y avait des critères qualitatifs, mais un des critères prix, ce n'était pas simplement le prix de l'installation, c'était le prix de l'installation plus la somme des coûts d'exploitation sur 10 ans, donc qui avait un coût global. C'est-à-dire que quelqu'un qui faisait la chaufferie à peine plus cher, mais qui gagnait sur l'exploitation, ça permettait de le retenir. Et puis, on avait aussi mis des objectifs de performance et de qualité de service. Donc, les livrables, ils devaient livrer un descriptif de travaux niveau avant-projet définitif, avec des plans, des visuels, un descriptif du matériel. Donc, on savait si on avait une chaudière ou 3 chaudières, quel type de chaudière, s'il y avait des ballons d'accu, quel type de régulation, la marque de la régulation, la liste de points. On avait des limites de prestations qui étaient claires, ou s'ils n'étaient pas d'accord, ils le mentionnaient, mais c'était aussi dans le CCAP. On avait un DPGF quand même relativement détaillé sur la partie conception, parce qu'on avait besoin pour les aides. Ça nous permettait aussi un petit peu après de comparer les offres et de voir s'il y en avait un qui avait mis peut-être trop ou pas assez sur une partie et de voir s'il y avait un risque. On laisse aussi aux candidats la possibilité de faire des remarques sur le CCAP dans la phase de premier tour. Donc, s'ils ne sont pas d'accord avec le contrat, ils peuvent faire des observations et on voit comment on les intègre. Mais ils le font là et ils ne reviennent pas dessus après. Et puis, il y avait une transparence forcément sur les critères de notation parce qu'on est en marché. Donc, j'ai dit les deux tours. Un point qui est particulier, c'est que quand on auditionne les candidats, on se dit « Ah, tiens, ce qu'a fait celui-là dans telle offre, c'est pas mal. Puis ce qu'a fait celui-là dans telle autre offre, c'est pas mal. » Et en fait, il faut vraiment être vigilant où on doit quand même, par respect pour les candidats, mais c'est aussi une règle, et nous, on l'avait écrit dans la lettre de consultation, on ne doit surtout pas divulguer, parce que des fois, on aurait bien envie d'assembler des bouts de chaque projet pour avoir le meilleur projet. Et on ne peut pas le faire. Donc, en fait, il faut aussi veiller à poser des questions pour faire progresser l'offre du candidat, mais sans lui donner les bonnes idées des autres. Donc, ça, on a tous été très vigilants autour de la table. Et c'était une règle qu'on s'était fixée et qu'à chaque fois, on a reprécisé aussi en phase de négociation pour que les candidats n'aient pas l'impression qu'on allait les spoiler sur leurs idées. Et puis derrière, il y a là une offre qui est optimisée et analysée. Et là-dessus, il n'y a pas d'audition.
Donc là, juste, j'ai remis le petit tableau qu'on avait fait voilà, avant la consultation. Quand on a reçu la première consultation, alors qu'on avait estimé un coût global de 80 000 €, 85 000, on était plutôt à 100 000 sur le mieux disant. Donc, ils étaient plus chers sur l'aspect travaux, ils étaient plus chers sur l'aspect entretien et conduite. Et puis, en fait, après le dialogue compétitif, on a trouvé des solutions avec eux. Ils ont aussi revu leur prix parce qu'ils savaient qu'il y avait une phase de négociation. Et on s'est finalement retrouvé après le dialogue compétitif avec une solution qui avait un coût global de 80 000 €. Donc, je crois qu'on avait gagné quasiment 12% sur le montant des travaux. On a divisé quasiment par 2 le P2, où on est passé de 20 000 à 14 000. Et puis, le P3 est resté à peu près au même niveau. Et on a beaucoup gagné sur le P1, parce qu'en fait, sur le premier tour, ils nous avaient répondu avec un objectif de consommation qui était le même que ce qu'il y a aujourd'hui. Et sur le deuxième tour, ils se sont engagés à faire 15% d'économie sur les consommations de chaleur du bâtiment, en travaillant notamment sur la partie régulation et optimisation. Donc, tout ça fait qu'en fait, le dialogue compétitif a vraiment permis de gagner sur ces éléments-là. Avec le candidat qui était mieux placé, on a réfléchi à la position de la chaufferie, peut-être pour l'aider. Enfin, il y a eu une discussion sur comment vous voyez ça pour arriver à optimiser un petit peu les coûts. Donc, ça, c'est un point. Donc, c'est aussi l'intérêt de ce dialogue compétitif. Ça permet aussi, comme on avait un DPGF, de dire mais ça, c'est vraiment cher. Alors, est-ce qu'on n'a pas été, nous, trop exigeants sur le cahier des charges à ce niveau-là? Donc, ça a permis vraiment de travailler sur certains points. Donc là, je vous ai mis quelques photos. Alors, ça reste une chaufferie. Voilà, donc c'est une chaufferie, c'est l'équivalent, en gros, ça, c'est des containers. Donc, c'est 2 containers l'un sur l'autre. C'est du préfabriqué pour la partie silo. On livre ici, puis ensuite, on a le bois qui vient ici et qui revient, qui est gerbé, en fait, dans le silo qui fait toute cette hauteur-là, qui doit faire 120 mètres cubes. Voilà. Et puis après, le petit container là, c'est la chaufferie. Donc, on est sur une chaufferie où on a juste les chaudières, sachant qu'en fait, l'ancienne chaufferie, on l'a transformée en sous-station, où là, on a mis, le titulaire a mis 10 mètres cubes d'accu pour avoir une accumulation d'eau chaude, et où il a refait toute la panoplie de pompes. Donc, en fait, de la chaufferie, on a juste les chaudières, les cendres, le tableau électrique, puis après, les pompes qui poussent vers le réseau primaire. Donc, c'est pour ça que la chaufferie, elle n'est pas très profonde. C'est aussi ce qui fait qu'elle n'est pas très chère. Donc là, on a une chaudière ici. Là, j'ai pris une photo d'un endroit. Et après, je me suis retourné et là, on ne les voit pas très bien, mais on voit les 2 chaudières en enfilade. La porte, elle est sur la gauche. Le tableau électrique, il est là, sur le côté. Et puis là, on a le micro-ondes qui nous permet de faire les mesures de qualité de bois quand on le livre. Taux d'humidité, pardon. Les quelques points d'attention, c'est comme tout, il faut définir un programme au début. Il faut qu'il soit ambitieux, mais aussi, il faut quand même se dire, voilà l'enveloppe qu'on a et puis voilà ce qu'on met dedans. Ce n'est pas parce qu'on est dans une procédure négociée avec dialogue compétitif que si on met beaucoup de travaux, ça va coûter cher. Il faut bien cadrer les clauses particulières, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il faut essayer de faire un contrat qui soit juste pour les 2 parties. Enfin, moi, je pense, parce que ça fait aussi que les relations de la durée, elles sont bonnes avec l'exploitant. Tout le monde s'y retrouve, donc il ne faut pas non plus vouloir le saigner, parce qu'après, il faut qu'il se refasse la cerise sur autre chose. Nous, on avait essayé de préciser de manière objective et mesurable les objectifs de service et de performance avec les clauses de pénalité. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme Jean-Luc, en fait, il faisait des relèves des compteurs tous les jours. On avait vraiment un bon historique des compteurs et on a pu travailler. Moi, j'ai retravaillé, en fait, j'ai fait de l'analyse statistique sur 3 ans pour avoir une formule qui dépendait à la fois du climat et des mètres cubes d'eau chaude consommés. Donc, on avait vraiment une modélisation claire de la consommation de référence. Il faut être attentif aux formules de révision des prix. Je sais qu'on avait retravaillé un peu la formule du titulaire qui avait mis… il y avait une partie du P1 qui était indexée sur le prix de la plaquette, puis une partie importante sur le fuel lié au transport. On lui a fait réduire cette partie-là. Donc, aujourd'hui, on est content d'avoir ça. La partie du dossier de subvention, on va y revenir peut-être après, mais c'est un point à anticiper, notamment en termes de trésorerie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même payer les entreprises et vous n'avez pas forcément les subventions qui sont là. Non, vous ne les avez pas. Vous ne les avez pas Du tout. Voilà. Oui. Donc, il faut prévoir la trésorerie comme si vous alliez payer tout le projet et se dire les subventions, elles vont arriver après. Et ça, il y a un moment donné où nous, enfin, vous, au niveau de l'EHPAD, on pensait qu'on allait avoir les aides. Et en gros, il y avait 200 000 € d'aides qui ne tombaient pas et on est embêté pour payer les entreprises. Et c'est délicat aussi vis-à-vis des entreprises parce qu'on ne peut pas demander aux entreprises de faire la banque pour nous, quoi. Non. Et puis, il y a voilà, c'est vrai que là, on est en marché public, donc il y a une complexité qui est un peu plus importante liée au marché public, mais
Ça pourrait se faire en marché privé, hein, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on est en marché privé qu'il ne faut pas se mettre un contrat robuste. Moi, c'est vraiment un point que je trouve vraiment important, c'est vraiment cadrer les choses. Puis là, on n'y a pas eu recours ici parce que ce n'était pas un besoin, mais il y a effectivement, puis je crois que vous en parlerez demain sur l'autre présentation, il y a des possibilités de tiers financeurs qui peuvent se faire en marché public. C'est des marchés de partenariat et puis qui se font aussi simplement en marché privé. La chaufferie des Arcs 1600 dont je parlais tout à l'heure, c'est une chaufferie qu'on avait fait avec un tiers financeur. Voilà, la négociation, elle a quand même permis de discuter, négocier les prix et de trouver des solutions ensemble aussi, en fait, de discuter sur l'offre. Donc, ce n'est pas que dire vous êtes trop cher, baissez, c'est qu'est-ce qu'on peut, sur quoi on peut travailler avec vous pour peut-être quelle est l'exigence qu'on vous a posée qui est trop importante et qui fait que vous êtes cher. On avait quand même eu plusieurs propositions assez différentes. On en avait avec 3 chaudières, d'autres avec 2 chaudières. On en avait l'implantation que nous on avait imaginée en étude de faisabilité, elle n'a pas du tout été. La chaudière, elle est 20 mètres plus loin, il y a eu un peu plus de réseau, mais finalement, c'était une proposition pertinente, en plus d'un point de vue accès. Donc, ils avaient eu une bonne idée, moi, je trouve. Hein. Clairement. Ouais. C'est vrai que quand on est sur des majors comme Engie, Cofeli ou Dalkia, ils vous remettent des mémoires techniques qui font 80 pages avec plein de trucs qu'ils savent faire, puis il faut arriver quand même à trier entre ce qui est vraiment utile pour vous et puis ce qui est du flanc, quoi. On est sur des majors qui ont une approche de type entreprise générale, donc il faut quand même comprendre aussi que quand ils prennent un gars qui leur fait le béton, ben, la plupart, ils prennent un coefficient de sous-traitance dessus, hein, un 15 ou un 20. Donc, ça a un petit impact sur le coût. Est-ce que ça coûte plus cher qu'en loi MOP? Voilà, c'est difficile de le dire. En phase de négociation, c'est ce que j'ai dit, on ne transmet pas les points forts d'un candidat à un autre. Donc, à la fin, vous choisissez peut-être un compromis, quoi. Voilà, pas forcément exactement la chaufferie de vos rêves. Et puis, il faut anticiper la fin dans le contrat, la fin de la prestation. Je vais vous donner un exemple. Ici, on est avec Engie Cofeli et au départ, eux, ils ont plutôt un système où ils mettent des automates, puis après, ils remontent toute la supervision de leur système Engie Cofeli Vision. Là. Et ça veut dire que le jour où ils partent, ben, vous n'avez pas d'imagerie si vous faites comme ça. Donc, nous, ce qu'on avait vraiment mis, enfin, moi, je l'avais vu parce que j'ai un client qui a été coincé avec ça. Et donc, nous, ce qu'on avait mis ici, c'est on leur a dit, bah, OK, vous pouvez faire votre système Engie Cofeli Vision. En fait, l'intérêt pour eux, c'est que tous leurs techniciens, ils ont la même interface, donc ils ont la même GTC. On leur avait dit, mais nous, on veut que pour l'EHPAD, il y ait une interface pour que le jour où vous partiez, ben, l'EHPAD il puisse encore avoir accès à quelque chose. Et ça, ben, c'était un point vraiment important, quoi. On avait aussi mis clairement que même s'ils n'avaient pas besoin de remplacer les réfractaires, au bout de 8 ans, ben, ils ont dit qu'ils les remplaçaient, vous avez payé pour les remplacer. Donc, au bout de 8 ans, ben, les réfractaires, ils doivent être neufs. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'éléments à prévoir pour être quand même assez libre de repartir avec le candidat en Ono. Donc, on sait que quand on est sur un marché comme ça, l'exploitant actuel, si vous consultez, il y a quand même un gros avantage au sortant qui connaît les installations, mais il faut essayer de faire en sorte que ça, de limiter. Puis le point aussi que nous, on aurait peut-être dû être plus vigilant là-dessus, c'est qu'on avait pris un bureau de contrôle, mais qui est arrivé après le choix des entreprises. Et je pense que le bureau de contrôle, il faut vraiment se payer un bureau de contrôle en phase de consultation pour qu'il analyse les offres et qu'il fasse des éventuelles offres aux participants. Donc, nous, on avait dit qu'il fallait que la mission, elle soit conforme et qu'il y aura un contrôle du bureau de contrôle et que s'il y avait des problèmes, ben, c'est l'entreprise qui s'en débrouillait. Mais c'est un peu brutal comme solution. Typiquement, le problème qu'on a eu, c'est que celui qui a fourni les containers, il a dit, mais les containers, il n'y a pas de problème, ils sont étanches. En fait, le produit qu'il avait mis sur les containers, il n'avait pas d'avis technique dessus. Donc, en fait, le bureau de contrôle, il a refusé. C'est aussi pour ça qu'on a refusé la réception pendant un certain temps. Et en fait, le titulaire du marché, il a repayé à ses frais la mise en place d'une étanchéité sur la toiture. Mais si on avait fait intervenir un bureau de contrôle, alors on peut le voir comme un avantage, parce que l'EHPAD, il n'a pas payé cette étanchéité. L'entreprise, elle l'a pris dans sa marge. On ne va pas pleurer pour eux, hein, mais ils l'ont quand même pris dans leur marge. Si on avait fait intervenir un bureau de contrôle plus tôt, il l'aurait signalé, et ça aurait été pris en compte plus tôt, et ça nous aurait peut-être gagné un peu de temps. Enfin, nous, ça ne nous a pas préjudicié, mais ça a plus été des discussions. Oui. Le bilan après 2 ans, je vous laisse peut-être en parler, vous. Moi, j'ai mis ces éléments-là, mais… Vas-y, Jean-Luc. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt positif. Hein, le bilan après 2 ans, je pense déjà au terme financier par rapport à la consommation d'énergie. Après, c'est un système qui fonctionne bien. Hein. En termes de chaleur ambiante pour nos résidents, c'est plutôt satisfaisant. Voilà.
Donc, les points, ce qu'on peut dire, c'est que ça allait vite quand même. C'est juste le problème d'étanchéité. Ouais, Oui, il y a eu ce problème d'étanchéité, mais ils l'ont quand même fait. Oui. Donc, en fait, comme Ça a on pris avait un peu dit, de comme on temps. avait dit que si jamais ils avaient un objectif de livrer la chaufferie, je crois que c'était en décembre 2019, et si jamais il y avait un retard, c'était eux qui payaient l'énergie. Ben, quand il y a eu le problème avec le bureau de contrôle, ça se tirait un peu dans les pattes au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Au bout d'un moment, Engie Cofeli, ils ont mis ceux qui fournissaient les containers en demeure de faire les travaux. Ils lui ont dit, si tu continues, c'est toi qui payes les factures de bois. Donc, voilà. Vous avez touché 3 mois gratos de chauffage. Et puis, eux, ils ont réglé le problème. Voilà. Vous, finalement, ça ne vous a pas porté préjudice. Non. On voit aussi que l'exploitant, là, on a quelques soucis d'étanchéité sur les foyers qui vont se régler. Mais c'est vrai que comme c'est le même qui est là du début à la fin, puis que si jamais ça passe au fioul, c'est lui qui paye, Engie Cofeli, il fouette un peu Ergasner pour essayer de régler le problème. Et si on n'était pas en marché comme ça, ce ne serait pas forcément facile de les faire intervenir comme ça a posteriori. Ça nous ferait à nous. Ouais. On a une bonne performance sur les consommations parce il s'est engagé à baisser de 15% les consommations, et on est bien à ces 15%. Et la partie auxiliaire électrique sur laquelle ils avaient un objectif de performance, ils consomment moins. Donc, il y a quasiment 1500 par rapport à ce qu'on avait estimé, 1500 € d'économie sur la partie élec. Puis moi, je pense qu'en AMO, même, enfin, moi, je suis encore l'EHPAD, je viens une fois par an quand on fait le bilan, puis j'interviens sur certains mails de temps en temps. Je pense que c'est intéressant d'avoir un suivi léger comme on fait là. Oui, tout à fait. C'est important pour nous. Peut-être dans les retours, vous pourriez peut-être parler du financement. Alors oui, j'allais y venir. Alors, voilà. On avait 3. En fait, on a demandé donc des subventions à l'ADEME, au FEDER, au département. Au niveau de l'ADEME et du département, on n'a pas eu de souci. Bon, sachez quand même qu'il y a énormément de documents qui sont demandés, que ça prend relativement beaucoup de temps au niveau des échanges. Les financements sont arrivés par l'ADEME et le département. Par contre, le FEDER, toujours rien. Le FEDER, c'est une usine à gaz. Les échanges sont longs. On a guère de retour. Ils nous demandent des documents et des documents et des documents. Et quand on les fournit, quelques mois après, ils nous annoncent qu'ils n'ont pas tout ou ils n'ont pas reçu ce qu'on leur avait envoyé. Donc, nous, personnellement, voilà, FEDER, c'est très, très, très compliqué pour nous. On est encore dans les échanges avec eux et donc le versement n'a toujours pas été fait par le FEDER. Donc, on a réfléchi et on s'est dit, alors, prochain projet, effectivement, ça ne sera pas une chaufferie bois, mais prochain projet, je pense qu'on va se tourner vers les emprunts pour essayer justement de pouvoir payer le prestataire. C'est vrai que je précise, Engie a été très, très compréhensif. On a été en difficulté pour les payer pendant un petit moment et voilà, Engie a été compréhensif et nous ont laissé une marge de paiement relativement importante. Donc ça, c'est pareil, je le précise. Il faut aussi que votre prestataire soit compréhensif. C'est vrai que nous, on n'avait pas du tout de recul par rapport aux subventions. Donc aujourd'hui, on en a. Et ces subventions mettent énormément de temps à arriver. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez régler votre prestataire avant que les subventions arrivent. Donc, il y a une sortie d'argent qui est extrêmement importante. Et donc, il faut surtout être prévoyant par rapport à tout ça. Voilà. Donc, le FEDER, ouais. On n'est pas super content pour vous donner un exemple, façon dont ça se passe avec le FEDER. Un exemple concret du FEDER, c'est en phase candidature, en fait, on avait prévu d'analyser les offres, enfin les candidatures, pour en retenir 3. Parce qu'on pensait en avoir plus que 3. Finalement, on n'en a eu que 3. Donc, on a dit, bon, on les prend les 3, on ne fait pas d'analyse de candidature, il n'y a pas de problème.
Quand on a déposé le dossier au FEDER, le FEDER nous a dit, mais vous deviez faire une analyse des candidatures, vous n'avez pas fait de tableau d'analyse des candidatures. Comme vous n'avez pas respecté la phase d'analyse des candidatures, on vous propose de réduire de 25% le montant des aides, soit 50 000 €. On leur dit, on n'avait pas besoin de faire d'analyse de candidature, on en avait que 3. Non, mais il faut. Donc moi, j'ai vite fait un tableau d'analyse qu'on a antidaté, signé, qu'on leur a envoyé, et puis ils ont arrêté de nous casser les pieds. Et pour vous dire le type de remarques que je trouvais vraiment… Mais en fait, ils sont très, très, très pointilleux. Ils sont tatillons, en fait. Sur des choses. Et en fait, tant qu'ils sont pas satisfaits, on n'avance pas, quoi. On n'avance pas. Et en fait, par rapport à l'ADEME et au département, ils demandent énormément de documents. D'ailleurs, ils ont voulu la totalité du marché, hein. C'est-à-dire que tout le CCAP, CCTP, voilà, ils nous ont tout demandé. Et effectivement, il y a des documents qu'on a fournis une seconde fois, donc ça perd énormément de temps. Et encore aujourd'hui, on se demande ce qui bloque le virement de cette subvention. On les a encore relancés semaine dernière et on n'a pas de retour. On ne sait pas. Voilà. Bon. Donc voilà, ça c'était pour les aides. Le point peut-être aussi important, c'est qu'on a c'est aussi pour ça qu'on a pu un peu optimiser le P2, c'est qu'il y a une prestation qui est partagée avec, en négociation, on a discuté avec l'exploitant pour partager un petit peu certaines prestations. Peut-être que Jean-Luc, tu peux en parler pour expliquer ce que vous faites, comment ça se déroule. Mais disons, comme il y a une équipe technique dans l'établissement, on a pris en charge certains aspects. C'est-à-dire, par exemple, on va faire des rondes régulières à la chaufferie 3 fois par semaine. On fait le suivi des commandes de bois. C'est nous qu'on déclenche les approvisionnements, qu'on réceptionne le bois. Et c'est nous qu'on est en charge aussi de vider, de changer les fûts de cendres quand ils sont pleins. Donc ça permet à l'exploitant de faire moins de déplacements. Et du coup, ça rentre en compte aussi dans le prix du contrat. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que voilà, si l'exploitant il doit être là quand il y a une livraison d'un camion, il faut qu'il soit là un peu avant que le camion arrive. Et puis, il faut qu'il assiste tout le long de la livraison. Donc, c'est vite 2 heures, 2 heures et demie sur place. Là, c'est l'EHPAD qui voit que le niveau a baissé. Il passe un mail à Engie qui lance la livraison avec son fournisseur à lui. Hein. Vous, le camion arrive, vous prenez des échantillons pour vérifier que c'est bon. Si ce n'est pas bon, c'est jamais arrivé. Non. Et si jamais l'échantillon n'était pas bon, c'est-à-dire qu'on prend l'échantillon, on le pèse, on le sèche, on le repèse, on calcule le taux d'humidité. Si c'est bon, il valide, ils assistent, le livreur il livre. Ouais, si ce n'est pas bon, l'exploitant, l'entretien renvoie le camion et informe Engie Cofeli. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est jamais arrivé. Donc, on a eu aussi ce qu'on avait vraiment demandé aussi dans les documents, c'est qu'il y ait une formation du personnel, que le personnel reçoive une attestation de formation, comme quoi il est apte, qu'il y ait une espèce de voilà, et puis qu'il y ait un mode opératoire qui soit très clairement écrit. Donc, ça a été fait. Donc, c'est aussi le fait aussi qu'il y ait cette maintenance partagée, on va dire. Ça permet aussi que vous gardiez quand même bien la main sur l'installation. Ça veut dire que si un jour, vous voulez peut-être moins passer par Engie Cofeli, voilà, vous sauriez faire. Quoi. Donc, ça a aussi permis une montée en compétence, en fait, avec le support d'Engie Cofeli, du personnel sur cette chaufferie. Sachant que ce n'était pas très compliqué. Donc, voilà. Oui, en fait, voilà. Je pense qu'on peut dire qu'avec Engie, tout s'est bien passé. Je pense que voilà, c'est un prestataire qui tient la route. L'équipe qu'on a eue, c'est l'équipe Sébastien Rochefort. Sébastien Rochefort et puis Fabien Berger. Voilà, l'équipe d'Engie qu'on a eue sur Besançon, ils étaient vraiment… Après, on ne sait pas les autres, mais ceux avec qui vous avez bossé, ça a tenu la route. Engie, on est satisfait de la prestation qu'ils nous ont apportée. Ils ont toujours été quand même présents et très conciliants dans des situations délicates. Donc, je peux le dire, voilà, bon prestataire. Plutôt une bonne ambiance. Et bonne ambiance, oui, voilà. Je trouve qu'on a toujours travaillé, même s'il y a eu des moments de tension, ils étaient à l'écoute. Voilà. Et puis quand on les embêtait un peu trop, ils nous disaient non, mais là, vous vous rendez compte quand même que vous ne nous payez pas, puis en plus vous nous demandez ça. Il y avait des fois, ils nous ont dit, tirez pas trop, mais ils étaient quand même toujours ouverts à l'échange, à la discussion. Donc, un plus pour ce prestataire Engie. Et puis pour le type de marché. Voilà. Et pour le type de marché retenu, effectivement.
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des… Voilà, moi, j'ai fini, on a beaucoup parlé, mais on va couper notre micro pour vous écouter. Merci à vous hein, pour votre témoignage. Je vous ai laissé terminer quand même, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir globalement ce retour aussi bien sur les aspects aide financière, montage, etc. Donc, c'est vraiment complet comme retour. Merci beaucoup à vous. Au niveau des questions, je crois qu'elles ont été traitées finalement dans la présentation. Il y a notamment Sarah Metra voilà, qui voulait avoir un retour finalement globalement. Est-ce que un marché classique type Home-Up et un marché de ce type-là, est-ce que finalement le marché global est plus coûteux que la Home-Up au final, même s'il y a du surcoût initial, et ça vous l'avez bien expliqué. Alors, il me semble que Lionel, tu avais répondu finalement, mais je vais peut-être rapidement dire une… Ouais, c'est difficile. J'avoue que moi, j'ai du mal de savoir. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que quand vous avez un projet où vous avez 70% de subvention, finalement, le surcoût final pour l'établissement, même s'il est de 7 ou 8%, il n'est peut-être pas si énorme que ça sur l'investissement. Et je trouve que par rapport à la sécurité que vous avez derrière et l'engagement qu'on a du prestataire pour régler les trucs, voilà. Mais ça ne veut pas dire que dans le Home-Up, ça n'aurait pas marché, mais voilà, par rapport, c'est aussi une demande de l'établissement d'avoir ce type de marché-là. Oui, tout à fait. C'est une sécurité, je trouve, Oui. parce que c'est vrai qu'après, il faut toujours se battre avec qui a fait quoi, c'est de la faute à qui, alors que là, c'est tout de même. Donc, ça marche. Juste aussi, un point, c'est que on était sur, je ne sais pas si quelqu'un l'a relevé, mais en fait, on était sur 80 à 100 000 litres de fuel. Et en fait, nous, quand on avait fait la première étude de faisabilité à l'époque, le fond chaleur, il marchait pour les petites quantités. Donc, dès qu'on avait fini l'étude de faisabilité, même si l'EHPAD n'avait pas lancé le projet, on leur avait dit, on dépose tout de suite un dossier pour en profiter avant que les conditions elles changent. Donc, on avait déposé un dossier et en fait, ce dossier, on n'aurait pas pu le déposer si on avait déposé 2 ans plus tôt, 2 ans plus tard, au moment où on avait démarré le dossier. Donc, c'est ce qui fait qu'il y avait aussi 110 000 € d'aide de l'ADEME sur ce point-là. Ok. C'est effectivement avec les animateurs énergie renouvelable, vous pourrez, suivant, voilà, reprendre, faire le point, et puis avec les prestataires au moment où on est en avant-projet. Sur le choix du fournisseur du combustible, Isabelle, donc de poser la question sur, mais ça, je crois que ça a été répondu, hein, une consultation privée de son côté. C'est l'ENJ finalement qui a contractualisé avec ce fournisseur. Hein, c'est ENGIE qui a contractualisé avec le fournisseur, sachant que le fournisseur et ENGIE doivent bien fournir des plaquettes qui respectent le cahier des charges du FEDER et de l'ADEME. Donc, notamment, je crois qu'il y a plus de 50% de plaquettes qui doivent provenir de forêts gérées durablement. Ouais. Donc, ça, c'était aussi dans les pièces de consultation. Il faut bien donner ces éléments-là au titulaire et lui dire, mais vous devez bien répondre à ça. Et si on perd les subventions, c'est de votre faute. Donc, en fait, c'est pas l'EHPAD qui choisit le fournisseur de plaquettes. C'est pour ça que, d'ailleurs, les commandes, vous les faites à ENGIE ou… Oui, voilà. Les commandes, l'EHPAD dit à ENGIE, on a besoin de commander de la plaquette et ENGIE fait suivre à son fournisseur. Mais c'est toujours le même. Hein, c'est toujours le même. Mais il n'y a pas de lien. L'EHPAD ne commande pas. L'EHPAD dit juste à ENGIE qu'il faut des plaquettes. Et donc ENGIE a pris un sous-traitant. OK. C'est du coin. C'est à 30 km. Donc c'était aussi un des critères dans l'appel d'offres. C'était on avait mis qu'il y avait un critère sur le côté, il ne fallait pas que les plaquettes elles viennent de plus de je ne sais pas combien. Donc, on avait aussi noté ceux qui avaient des plaquettes proches et loin. Après, s'il les fait venir de loin, je ne suis pas sûr qu'on ait une clause de pénalité. Je ne suis pas sûr. Ouais. C'est peut-être pas le droit juridiquement. Ouais. Autre question, c'est le coût du mégawattheure que pose Olivier, qui est animateur énergie renouvelable en Saône-et-Loire, l'équivalent de Philippe. Je crois qu'on est à 40. Alors, déjà, on est sur 2 mégawattheures sortie chaudière. Alors, on n'est pas sortie chaudière. On est sur du mégawattheure livré dans le bâtiment après les accus. Et ça, c'était une clause importante du contrat. C'est-à-dire que celui qui décidait de mettre, parce on avait 2 types de solutions. On en avait qui avaient décidé de mettre les accus, parce qu'il y a 10 mètres cubes d'accus, dans la chaufferie existante, et d'autres qui l'avaient mis dans la chaufferie. Et ce qu'on avait bien dit, c'est que la chaleur que payait l'EHPAD, c'était la chaleur qui était livrée en sortie des accumulateurs à l'entrée du bâtiment. Donc, ça veut dire que ceux qui mettaient la chaufferie super loin, ils se payaient les pertes. Donc, aujourd'hui, la chaleur qui est payée, c'est 40 € le mégawattheure, mais ça inclut le rendement de la chaudière, les pertes du réseau et les pertes des accus. Et c'est du 40 € TTC de mémoire, mais il faudrait que je vérifie. Donc, c'est au départ du secondaire, on va dire, ou des réseaux qui vont raccorder les différentes ailes, hein, puisque c'est vrai qu'on n'a pas de… Vous n'avez pas vu le schéma, c'est que je n'ai pas pensé vous demander de photos d'établissement, mais il y a plusieurs ailes, on est sur un site quand même assez important.
Donc, effectivement, c'est Donc, bien on que livre c'est pas un très- endroit, on livre la chaleur à un endroit et c'est à l'endroit où on la livre. Donc, en gros, on part de la chaufferie, il y a 30 mètres de réseau, je pense. Ouais, bien 30 mètres de réseau. Les accus, et en sortie des accus, on mesure la chaudière qui est consommée par l'établissement. Donc, les pertes du réseau, les pertes des accus sont à la charge de l'exploitant. Donc, il a intérêt à mettre du réseau bien isolé, à optimiser ses températures et à mettre des accus bien isolés. Et typiquement, quand ça a été livré, l'installation, ils avaient mis le compteur avant les accus. Donc, on leur a dit, ben non, regardez le CCTP, c'est après les accus. Donc, vous avez choisi de mettre les accus dans la chaufferie existante, déplacez votre compteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'avais une question, c'est par rapport, on est sur un site occupé. Bon, là, on travaille sur la partie chaufferie, on n'est pas sur des rénovations lourdes du bâtiment, mais comment ça s'est passé avec les occupants? Est-ce qu'il y a eu justement, je dirais dans la consultation, il y a eu quelque chose là sur ce point-là ou pas? Il n'y a eu aucune perturbation. Il y a eu- Simplement, il y a les deux réseaux, un jour, ils ont été mis en communication et ça n'a rien changé, personne n'a rien vu. Il n'y a eu aucune rupture De service, chaud. ouais. Voilà. C'était aussi une demande du cahier des charges d'assurer la continuité de service. Mm. De toute façon, on ne pouvait pas se permettre. Oui. Non, mais c'est aussi pour ça que les travaux ils sont quand même plutôt passés en été. Donc, les interventions sur les réseaux, c'était plutôt en Ne été. serait-ce que par rapport à la production d'eau chaude, il Oui. fallait qu'on assure tous les jours la production Oui. d'eau chaude. Ouais. Donc, le jour où ils ont basculé sur la production d'eau chaude, ça s'est fait sans problème, quoi. Voilà. Oui. C'était aussi l'intérêt d'avoir une chaufferie séparée, c'est-à-dire que, mine de rien, c'est simple à gérer, puisqu'en fait, on peut laisser la chaudière actuelle. Enfin, il y a une chaudière qui était restée en place. Vous pouvez continuer. Et puis, ils pouvaient continuer à produire avec les accus et tout. Puis après, tac, quand ils ont raccordé le réseau, donc voilà, ça avait aussi facilité certaines choses. Quoi. Et ça, c'est pareil, c'est NJ Cofeli qui l'a géré. Après, il y avait des réunions régulièrement avec l'établissement pour faire le point. Quand on a fait un bout de tranchée, voilà, il y a des véhicules qui ne pourront pas passer, comment ils passent. Enfin, voilà. On a eu aussi une surprise. Typiquement, une surprise qu'on a eue, c'est qu'à un moment donné, ils ont mis un coup de pelle, puis ils sont tombés sur une canalisation qu'on ne leur avait pas indiquée. C'est ça, hein? Ils nous ont coupé le câble électrique. Et ils ont coupé un câble. Donc, il y a eu un truc où vous avez peut-être payé quand même une plus-value sur une conduite qu'on n'avait pas indiquée. Oui, c'était Conduite d'eau. l'alimentation d'eau, je crois. Ouais. Donc voilà, on a Ils ont aussi coupé toute la partie. Après, par contre, la fibre qu'ils ont coupée, ceux qui l'ont remis, je crois. Enfin voilà, il y a des trucs. Oui, ceux qui l'ont pris en charge. Ouais. Il faut aussi être clair sur les réseaux qui sont dans l'établissement. Et là, il y avait une petite erreur de notre côté. Donc voilà, on a réussi à trouver un arrangement avec eux. Ça a permis aussi de refaire cette canalisation d'eau, je crois. On l'a refait propre en même temps. Oui, à neuf. Très bien. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions des participants, vu qu'on a un petit peu dépassé le temps imparti. Quelques participants ont dû nous quitter. Je vous propose qu'on en termine là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, donc moi, je mettrai en ligne les présentations, l'enregistrement de ce webinaire. N'hésitez pas à me faire parvenir pour les participants à vos questions. Et après, je dirais, je les transmettrai à l'établissement et à Lionel si éventuellement il y a des questions complémentaires par rapport à ce projet-là. Merci vraiment pour ce retour d'expérience. J'espère que pour les établissements qui ont pu participer, ça leur donnera peut-être quelques clés ou d'envie de faire ce type de projet, puisqu'on voit que c'est quand même très avantageux pour l'établissement sur un certain nombre de points. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, on pourra reparler de ces marchés qui se développent, marché global de performance pour les projets des EHPAD et établissements médico-sociaux de la région. En fin de notre présentation, j'ajouterai les noms, téléphone et mail de Jean-Luc et puis Céline. Comme ça, si vous voulez les contacter, vous pourrez les contacter. Oui, puis moi, je voulais quand même remercier M. Rob, parce qu'on a parlé d'Engie, mais c'est vrai que voilà, Société Planaire, c'est une société qui nous a énormément apporté, qui nous a beaucoup porté. Et tout s'est très, très bien passé avec M. Rob. Donc, voilà, on est très satisfait de notre AMO. Voilà, donc je voulais aussi le préciser avant qu'on se quitte. Merci. OK. Parfait. Écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui peuvent, rendez-vous demain à 14h donc pour le projet d'IME de Membray, donc sur un achat de chaleur bois clé en main, chaleur bois citoyenne. Voilà. Bien, bonne journée à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.